Bonjour à toutes et à tous, immense plaisir de vous retrouver depuis le hall 2, depuis le sommet de l'élevage. C'est le quatrième et dernier jour. Merci à Nicolas d'être présent, Nicolas Duraca, directeur du Centre d'innovation sociale Clermont-Auvergne. Bonjour à vous. Bonjour. Une conversation qui a pour thème et sujet: j'implante un projet de transition agroécologique dans mon exploitation. Pourquoi les citoyens disent non? Alors vous, Nicolas, vous êtes maître de conférences en sciences de l'information et de la communication et vous vous intéressez au processus de transformation dans notre société. Vous êtes entre autres l'auteur d'une thèse présentée en 2016 intitulée «L'innovation sociale chez les acteurs de l'économie sociale et solidaire en Auvergne, approche communicationnelle». Depuis 2020, vous avez orienté vos recherches sur la résilience du territoire en initiant un dispositif d'accompagnement des acteurs locaux avec un programme intitulé Programme Transition et Résilience. Ma première question va justement porter sur votre métier de chercheur. Comment la recherche scientifique apporte-t-elle sa pierre à l'édifice sur le sujet de la représentation agroécologique? Alors déjà, ce qui est important, c'est que la recherche scientifique, on peut la voir souvent sous l'angle des sciences dures, on va dire, et sur la recherche agroécologique, la biologie, la physique. Voilà, il y a un ensemble de recherches agronomiques qui sont faites et qui sont intéressantes. Mais on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de connaissances techniques et technologiques sur ces enjeux-là, et finalement beaucoup moins en tout cas, sur les enjeux de sciences sociales, c'est-à-dire comment au milieu de tout ça, l'être humain se saisit, réagit, agit autour de ces questions-là. Et c'est ça qui nous importe le plus, c'est comment l'homme, avec un grand H, peut se saisir de ces enjeux-là dans un monde complexe, dans un monde où il y a plein de choses qui vont l'empêcher aussi d'aller vers, malgré ses intentions. Et c'est toute cette complexité-là sociale qui nous intéresse, et encore plus en sciences de la communication, comment cette complexité, elle agit dans l'interaction entre les individus. Et là, on rajoute un niveau de complexité. Ce n'est pas seulement un individu qui fait ses choix, c'est souvent un groupe d'individus, un collectif d'individus, avec des intentions très différentes, qui doit arriver à faire des choix collectifs. Et là, c'est très complexe. Et on va parler de processus de transformation et de ces étapes avec ce point de vue purement scientifique. Alors rentrant dans le vif du sujet, des projets agroécologiques, solaires, éoliens, méthanisation, transforment les territoires d'un point de vue environnemental, économique et social. Quelle est l'évolution de la perception des projets agroécologiques sur les territoires depuis maintenant une vingtaine d'années? Euh, il y a deux choses. La première chose importante, c'est que la perception des individus, elle se fait en lien avec une approche plus globale des questions d'urgence climatique, des questions de manque de ressources. Et donc on voit inévitablement une vraie accélération de l'intérêt que peuvent avoir les gens à ces questions-là et à la nécessité d'accélérer, hein. Et en même temps, on voit que les actions chez nous, voilà, pour certains, il y a des études qui le montrent dans notre propre jardin. Voilà, il y a des auteurs qui travaillent sur ces questions-là. Mais chez nous, c'est compliqué de sauter le pas et d'aller vers ces actions de transition agroécologique. Donc on est dans un paradoxe. On a conscience collectivement et globalement qu'il faut faire quelque chose et on a envie. Mais le faire chez nous, c'est toujours un petit peu compliqué. Et quand c'est nous qui devons prendre ça à bras-le-corps, les citoyens, les acteurs, c'est là que ça devient compliqué. On peut l'expliquer ce paradoxe ou pas du tout? Alors on peut l'expliquer, il y a plein de manières d'expliquer les choses, il y a de multiples facteurs, il nous faudrait des heures pour déployer tous ces facteurs-là, mais il y a des facteurs qui sont liés au territoire propre. Tous les territoires ont une approche aussi de ces enjeux-là qui est différente en fonction des crises qu'ils ont vécues, en fonction des événements qu'ils ont pu vivre collectivement ou individuellement. Je sais pas, les périodes de sécheresse par exemple, ou des inondations, des choses comme ça. Bon, on sait que ça a des conséquences sur les actions agroécologiques qu'on va mener dans le futur. Et ça, tous les territoires n'ont pas connu les mêmes choses. Donc il y a vraiment ces effets-là qui comptent, les territoires. Et puis nous, ce on a compris récemment, c'est la force de certains individus dans les territoires. Il y a des individus qui peuvent être divers et variés, qui vont jouer un rôle extrêmement important dans l'accélération des actions. Ce que nous, on appelle des leaders d'opinion, des leaders de confiance. Voilà. Il y a des gens qui
ont tendance à avoir les épaules un peu plus larges ou vont parler un peu plus fort. Des fois, c'est des individus, des politiques, des fois, c'est Des sociétés, c'est ça, des c'est tout type sociétés, d'acteurs. voilà. Et ça, ça a vraiment beaucoup d'importance. Alors on va aller peut-être sur le terrain de la méthode, l'épistémologie d'un point de vue plutôt scientifique. Je vous propose d'aller finalement dans votre laboratoire de recherche. On va être en immersion avec vous. Comment est-ce que finalement vous observez les individus interagir sur des projets agroécologiques et ma question sera peut-être encore plus précise en vous demandant quelles sont les grandes étapes qui jalonnent la transformation finalement d'une transformation dans le sujet des projets agroécologiques. Alors, quand on s'est intéressé à la transformation, on s'est aussi intéressé à l'habitude qu'on a de regarder les projets. Et souvent, on regardait d'un point de vue, comment dire, un peu idéal les projets de transformation. C'est comment on arrive à la transformation. Voilà. Et mes collègues chercheurs avaient tendance à regarder les choses comme ça. Et puis nous, en fait, on a décidé de regarder les choses un petit peu différemment, et c'est quand même le gros point essentiel déjà de notre méthodologie, c'est qu'on inverse complètement le regard. Et on se pose la question de pourquoi les choses ne sont pas transformables au départ. Pourquoi les choses, au départ, n'ont pas pour faculté essentielle de pouvoir bouger, de pouvoir changer ou d'être acceptables. Au contraire. Donc notre première étape, c'est de définir finalement à quel niveau d'inacceptabilité on est, à quel niveau d'impossibilité de transformation on est. Et là, on a des indicateurs précis pour réaliser cette première étape-là. Et après, on met en place des processus d'analyse pour comprendre comment on réduit ces distances-là, comment on réduit les incompréhensions, les difficultés, les blocages. Voilà. Et donc, c'est beaucoup plus facile d'agir techniquement sur comment on réduit les difficultés de départ. Alors sur ces niveaux de réticence d'un projet à un autre, on a des projets qui justement peut-être suscitent moins l'adhésion que d'autres. Est-ce que vous avez peut-être des exemples à partager? Alors oui, il y a des projets qui vont emporter l'adhésion peut-être un petit peu plus facilement, mais vraiment j'insiste, c'est que tous les projets au départ, nous on va les regarder par l'inacceptabilité, l'impossibilité. Et puis qu'est-ce qui va faire que c'est un peu moins inacceptable, un peu moins impossible à certains endroits? Bon, il y a les facteurs territoriaux, c'est quand on a déjà connu des choses similaires et que ça finit par marcher, bon, bah, du coup on ne regarde plus les choses de la même manière. Et puis, il y a un élément extrêmement important, c'est la place que va occuper la collecte d'informations chez les acteurs. C'est comment les acteurs qui vont de toute façon de prime abord être dans une forme d'inacceptabilité de ce qui peut se passer parce que c'est nouveau, ils vont aller quérir de l'information. Et alors là, on a un énorme problème et un énorme sujet en sciences sociales. C'est ce que nous, on appelle l'infobésité. C'est quoi? C'est qu'on a une somme d'informations qui est énorme. Il suffit d'aller sur Google, vous tapez Google, et puis voilà, vous avez plein d'informations. Mais le gros problème, c'est qu'elle est de mauvaise qualité. La plupart du temps, elle est de mauvaise qualité. Et donc, ça déclenche chez les gens qui pourraient ne pas vouloir de ce qui va se passer, de ne pas nous vouloir de ce qui peut être nouveau, de ne pas vouloir de cette transformation, bah, ça accélère chez eux le processus de « Ah non, vraiment, ah non, surtout pas, il faut pas ». Pourquoi? Parce qu'ils ont vu des choses et qui étaient des mauvaises choses, des mauvaises informations, voilà. Et en grande quantité en plus. Donc ça, c'est un très 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 gros problème. Et puis après, on a toute la place de ce qu'on appelle ces leaders d'opinion, ces gens qui vont, à un moment ou un autre, soit accélérer le processus d'inacceptabilité, de non-volonté de transformation, soit le ralentir. Et là aussi, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'acteurs présents, et c'est ce qu'on appelle les influenceurs aussi. Oui. Et bien, il y a beaucoup d'influenceurs sur ces sujets de transformation agroécologique qui ont plutôt tendance, et sur les enjeux d'énergie notamment... Alors, je suppose que vous ne parlez pas des influenceurs au sens purement digital du terme, c'est des personnes qui ont une notoriété sur la place publique et qui sont capables d'embarquer sur un sujet précis des personnes, c'est cela? Ouais. Mais eux vont occuper une place importante et on se rend compte qu'il y a énormément de gens qui ont plutôt la posture d'aller contre des projets et donc d'enfoncer un peu le clou de la dynamique négative finalement de la transformation. Et donc, sur la confrontation des points de vue contre et pour, alors à quel moment les partis, on a vu, on a détecté, vous détectez le niveau de réticence sur un sujet, par la suite vous voyez effectivement le sourcing d'informations sur ce corpus d'informations qui nourrissent les points de vue pour et les points de vue contre, et la suite c'est la rencontre, c'est ça, des personnes qui sur des réunions publiques échangent, partagent et parfois s'affrontent.
Alors oui, oui, parfois. Des fois aussi, c'est ce qu'on appelle la communication, c'est qu'ils ne se rencontrent même pas. Ils ne veulent même pas se D'accord. rencontrer. Ils refusent la confrontation, la relation, la rencontre. Alors là, c'est assez catastrophique parce que quand il y a refus, bah, il ne se passe rien hein, du coup. Hein. Donc, et ça, on le constate, ça arrive souvent. Après, si ça arrive et qu'il y a rencontre, il y a des facteurs qui vont faciliter la rencontre et accélérer la rencontre. Ce dont on se rend compte, c'est sur les projets qui ont plutôt bien fonctionné, c'est des projets qui ont créé la rencontre le plus tôt possible. D'accord. Et donc, du coup, ont évité aux acteurs qui, de toute façon, étaient dans une posture un peu inacceptable et impossible, d'aller quérir de l'information. Non, ils ont eu l'information sur le sujet par les acteurs porteurs avant même d'aller la chercher sur Internet ou Alors, ailleurs. on parle Ça, d'information, c'est mais bien. quelle information fait légion? Si on va dans le domaine de la science, on va avoir parfois dans une même discipline des écoles de pensée, des chercheurs qui vont même s'opposer sur la question et sur le sujet, et pourtant sur des disciplines qui sont a priori scientifiques. Bien sûr, mais ça, le débat et la controverse scientifique, elle peut pas arrêter les processus citoyens. D'accord. Donc, il y a un moment, effectivement, il faut s'accorder à ce qui est le plus pertinent, ce qui est jugé par les pairs en sciences comme étant la connaissance la plus pertinente. Et aujourd'hui, on a quand même des acteurs qui sont capables de trancher sur ce qui doit être pertinent. Il y a des institutions de recherche qui tranchent aussi hein, sur la posture qu'on peut avoir. L'INRAE, par exemple, aujourd'hui, sur les questions agroécologiques, fait légion sur comment on tranche. Alors, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais il y a quand même des institutions qui savent le faire. Mais ça, faut apprendre à le faire. Moi, je constate en tant que chercheur qu'à l'école, on n'apprend pas forcément à savoir faire cette distinction-là et à accorder du crédit à des acteurs qui peuvent l'avoir avec des méthodologies et des manières de faire propres. C'est pas en ouvrant YouTube et quand quelqu'un nous parle alors qu'on ne sait pas d'où il vient qu'on peut se dire qu'il est pertinent et crédible. Or, ça arrive trop souvent. Vous me rappelez mes heures université où on nous parlait de la thèse, l'antithèse et de la synthèse en termes d'approche et de construction des idées. Nicolas, avons-nous des indices de durée moyenne justement pour une transformation dans un projet agroécologique? Et a priori, on a déjà aussi une partie de la réponse. Est-ce dépendant de chaque sujet et territoire? Première question, durée moyenne. Alors, la durée moyenne, on a la durée moyenne d'un processus de transformation sociale, donc les gros sujets, les plus gros sujets de notre société, c'est une génération. D'accord. D'accord. Donc c'est gigantesque. C'est des processus qui sont très longs parce qu'il y a une transformation qui est profonde. Là, on est sur les sujets d'agroécologique, sur des sujets qui finalement, quand on regarde leur généalogie, sont déjà en cours depuis les nouveaux mouvements sociaux des années 60-70. D'accord. On est en 2023. Donc ça y est, la génération, elle est passée. Donc on devrait être à un moment où les sujets sont plus faciles à aborder et vont transformer plus rapidement. Et en fait, on se rend compte que c'est pas forcément le cas parce que si le sujet de la transition écologique s'est imposé largement, le sujet des transformations agroécologiques et notamment des questions énergétiques, lui est un sous-sujet qui va certainement en moyenne occuper pour chacun des porteurs de projets entre 4 à 6 ans de processus. C'est-à-dire qu'on voit que tous les porteurs de projets sont tous à peu près confrontés au même processus qui va durer entre 4 à 6 ans, entre le moment où ça se déclenche et le moment où on a le sentiment que ça y est, c'est fait, ça marche, tout est fini, il n'y a plus d'obstacles réels. Alors on parlait de ces leaders d'opinion, d'influenceurs, mais on le convoquait avec une autre acception que celle qu'on peut connaître communément en 2023. Quels sont finalement les stratagèmes qui sont utilisés par chaque camp, par ceux qui sont pour, par ceux qui sont contre, en termes d'idées, en termes de diffusion des idées? Existe-t-il des stratagèmes et quels sont-ils? Euh, C'est le mot stratagème, moi, n'est pas celui que j'emploierais facilement parce que euh, on n'est pas, comment dire, on n'est pas avec des acteurs dont la rationalité, le but est de vendre quelque chose. Et quand on vend quelque chose, oui, on utilise des techniques. Le marketing, c'est une technique avec des stratagèmes précis, des méthodologies. Bon, mais on vend quelque chose. Là, on est sur des changements d'idées, on est sur des changements de vision du monde.
Donc on n'est pas dans ce qu'on appelle, nous, l'instrumental. On n'essaye pas d'instrumentaliser l'autre. Donc je ne peux pas dire que les gens que j'étudie, moi, est une posture qui vise à instrumentaliser l'autre. Alors, on n'est pas dans des stratagèmes comme ça. On est beaucoup plus dans l'émotion. On est beaucoup plus dans les porteurs de projets ont une rationalité qui est mais regarde, c'est évident, ça marche. Techniquement, ça marche. Voilà tout ce qui montre que ça marche, oui. Et puis en face, vous avez des opposants qui ont leur rationalité aussi, plus émotionnelle. C'est oui, mais moi, je vis là. Oui, mais moi, je me fiche que ça marche ou pas. Je n'ai pas envie de ça parce que des raisons qui sont plus sensibles et qui vont s'exprimer. Et donc, ils vont pas mettre en place des stratagèmes. Ils vont ne faire qu'exprimer constamment leurs émotions et de manière des fois un peu brutale. Et c'est souvent là que ça bloque. C'est qu'à partir du moment où on ne fait que exprimer un peu en boucle des émotions, ben, il ne se passe pas grand-chose, quoi. Vous parliez en préambule de l'idéologie qui nourrit après naturellement les points de vue des uns et des autres. Est-ce que c'est justement des points de vue purement dogmatiques qui s'affrontent? Alors, c'est pas tout à fait des principes dogmatiques au sens fort du terme. Au sens fort du terme. Des principes idéologiques, oui, en tout cas des formes de rationalité. C'est qu'effectivement, des porteurs de projets ont une forme de rationalité qui est liée à l'efficience de leur projet. Et donc, ils regardent le projet comme étant quelque chose qui marche ou qui ne marche pas et qui sert une rationalité qui est souvent économique aussi. Voilà. Est-ce qu'économiquement c'est viable et ça me permet à moi d'avoir de la stabilité pour mon activité. Donc ça, c'est une façon de voir le monde et qui est très liée à la manière dont on a construit aussi les dépendances des acteurs face au marché. Voilà. L'agriculteur est tellement dépendant, par exemple, hein, si je prends le cas des agriculteurs, du marché, et que le marché ne lui rétribue pas assez bien son activité, il va se tourner vers la production d'énergie, par exemple. Donc ça, c'est sa rationalité à lui. Et c'est un monde. Le citoyen lambda, habitant du territoire, cette rationalité-là, à ce moment-là, cette vision par le marché, c'est pas... Donc oui, c'est deux mondes qui s'affrontent. C'est pas du tout la même vision du monde. Et ça, oui, c'est une idéologie. C'est l'idéologie marchande qui ne remplit pas assez bien son rôle aujourd'hui, qui met les porteurs de projets dans une situation où ils doivent affronter des gens dont c'est pas le sujet. Et donc, bah, oui, forcément que c'est compliqué. Donc en d'autres termes, c'est une vision politique qui affronte une vision économique, c'est ça en gros? Oui, c'est ça. Et en même temps, dans cet affrontement-là, des acteurs qui ne jouent pas forcément toujours leur rôle. Et notamment les acteurs politiques qui vont faire des choix de société, qui vont faciliter des choix de société sur comment on porte des modèles, ben aujourd'hui portent la responsabilité aussi d'un certain nombre de postures et en même temps n'assument pas toujours le rôle qu'ils doivent jouer dans la résolution des tensions que ça peut produire. Donc effectivement, le modèle aujourd'hui, c'est on n'a pas d'activité agricole nécessaire pour pouvoir subvenir aux besoins des agriculteurs. Donc, en même temps, on a besoin d'énergie. Donc, c'est formidable, on va faire de la transition énergétique avec les agriculteurs. Et en même temps, dès que les agriculteurs sont en difficulté face aux citoyens qui n'ont pas la même rationalité, là, débrouillez-vous. Et donc, du coup, il y a un jeu politique qui est extrêmement important à ce niveau-là. Alors, vous parliez en amont, la condition peut-être entre guillemets sine qua non d'un succès de transformation en projet agroéco, c'est déjà peut-être de consulter en amont. En tout cas, c'est ce que vous constatiez précédemment. Il y a des méthodes de consultation héritées, alors pour certaines des États-Unis, je pense notamment au Living Lab, c'est laboratoire du vivant, qui ont une approche très organisationnelle de la consultation en réunissant toutes les parties prenantes sur un moyen terme, c'est-à-dire sur quelques années, de façon à ce qu'effectivement, collectivement, la société, avec des entreprises, avec des institutionnels, avec des citoyens, avec des associations, avancent sur un sujet pour imaginer la solution à la problématique. Quels sont finalement les enjeux organisationnels pour appréhender et opérer des projets de transformation agroécologique? Il faut consulter, il faut parler, oui, mais... Alors, il faut consulter et parler, oui, mais tôt, le plus tôt possible. Ça, c'est une évidence, non pas pour s'assurer de la capacité du projet à se réaliser, mais vraiment, il faut inverser complètement la façon de voir les choses. C'est juste voir les difficultés auxquelles on va s'affronter pour mener le projet. Donc, c'est différent.
on ne consulte pas pour réaliser. On consulte pour voir à quel point ça va être difficile et est-ce que je suis OK avec la difficulté que je vais devoir affronter. On a un exemple là dans la région de Brioude, là, il y a pas très loin, qui a été dans cette posture-là, où les porteurs de projets, quand on discute avec eux, nous disent « Ah mais si on s'était rendu compte de la difficulté, d'une difficulté trop importante, on ne serait pas allé. » Alors qu'est-ce qui fait que vous êtes allé? Parce qu'on s'est rendu compte que ça allait le faire. Parce qu'on est allé voir les gens, on a rencontré les gens, on a discuté et on s'est rendu compte que ça ne serait pas si difficile que ça. Donc la posture, c'était celle-là. C'était parce que ça allait pas être trop difficile qu'on l'a fait. Ça aurait été difficile? Non, on l'aurait pas fait. Et d'ailleurs, c'est marrant, c'est que maintenant, ils font face à une opposition, mais 10 ans après, quasiment, et ils nous disent « Ah mais on aurait eu ça à ce moment-là, jamais on y serait allé. » Donc le logiciel, c'est bien ça, c'est bien faire de la délibération, donc de l'échange avec les parties prenantes, type Living Lab. Mais en fait, le Living Lab, c'est pas pendant le processus, c'est avant même que le processus commence. Et donc là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué d'anticiper les choses comme ça. Sur les projets agroécologiques qui cristallisent le plus l'opinion, est-ce qu'on a des données là-dessus et pourquoi d'ailleurs? Alors là, il faudrait beaucoup de temps, mais on va caricaturer un petit peu les choses. Plus c'est, on va dire, plus c'est visible dans le paysage, plus ça projette une représentation industrielle, plus on a des chances de voir une opposition réagir à l'émergence du projet. Donc ça, c'est une question c'est très matérialiste. C'est qu'on est une société très matérialiste où c'est quand c'est visible et palpable qu'on réagit à quelque chose. Alors qu'à la différence, il y a des projets agroécologiques qui se montent dans des dispositifs qui sont beaucoup moins visibles, type le photovoltaïsme, où on peut arriver à des solutions où des fois c'est quasiment invisible dans le paysage, ou alors il faut être placé très haut. Et là, ça se passe très bien, il n'y a pas de souci. Alors que dans le fond, ça peut beaucoup, en termes de production, ça peut beaucoup s'approcher de la méthanisation ou de l'éolien parfois. Mais sauf que la méthanisation ou l'éolien, tout de suite, ça donne une sensation d'avoir dans son territoire quelque chose d'industriel, de gros, de dangereux, voilà. Et c'est une représentation. Et donc ça, c'est vrai que c'est une vraie difficulté. C'est comment on change nos représentations par rapport à ce qui est visible et ce que ça produit en réalité. Des fois, c'est pas toujours raccord. C'est pas parce que c'est visible et semble-t-il industriel que c'est forcément mauvais. Voilà. Ça peut, mais c'est pas forcément le cas. Donc nos représentations nous jouent des tours à ce niveau-là dans les projets agroécologiques parfois, et de transition énergétique notamment. C'était ma dernière question. Je me tourne peut-être vers celles et ceux qui nous suivent et qui ont quelques questions à poser avant de clôturer et de fermer cette première conversation de 30 minutes avec vous, Nicolas. On n'a pas de questions, visiblement. On vous remercie. Vous êtes directeur du Centre d'innovation sociale Clermont-Auvergne. Vous êtes Nicolas Durac et on vous remercie pour cet échange. Merci beaucoup.